Le cycle thématique, la mutation technologique et numérique. Bonjour Olivier. Bonjour Kevin. En tant que sociologue, politologue et chercheur en sciences et chercheur de sens, tu nous proposes dans le cadre d'un diagnostic général de réfléchir aux mutations de notre temps. Quelle est la deuxième mutation? La deuxième mutation, je propose de l'appeler la mutation technologique et numérique. Alors, je te sais justement, Olivier, attaché à l'importance des mots. Euh, comment tu, comment tu définis la technologie et le numérique? Oh, combien tu as raison en effet Kevin. Je crois qu'il faut vraiment apprécier ces deux adjectifs que sont technologique et numérique et pour mieux les définir. Alors, technologique tout d'abord. Le suffixe logie qui vient du grec logos, discours, parole, étude, raison, et technique qui vient également du grec techné et signifie l'art. L'art d'ailleurs que notre ami Aristote définit comme, je le cite, la disposition euh, à produire à partir et avec une règle exacte. Il dit la disposition à produire accompagnée d'une règle exacte. Hmm. Ça, on trouve cela, cette définition, notamment dans l'éthique à Nicomaque au livre 4 et au chapitre 4. Au fond, D'accord. la technologie est l'ensemble des manières de produire des choses selon des règles précises. Ensuite, second adjectif, numérique. Le Oui. numérique désigne de fait le processus de numérisation par des nombres et des quantités de multiples informations. Ce processus se traduit par l'évolution de toutes sortes d'outils, de codes, Hmm. Oui. autant d'outils et de codes qui transforment les liens sociaux de façon spectaculaire, pour ne pas dire très spectaculaire, comme nous allons le voir. En effet, deux temps émaillent mon propos. Premier temps, je vais vous montrer la montée en puissance du pouvoir de l'information et ses conséquences pour notre monde et notre temps. Second temps, il s'agit de préciser les impacts sur notre vie de cette montée du pouvoir de l'information qui se traduit par la domination de la technique. Ce sera, disons-le, plutôt une réflexion d'ordre philosophique sur l'imprégnation de la technique sur notre civilisation. Oui, imprégnation. Alors, en premier lieu, je vous propose une histoire récente du pouvoir de l'information. Commençons, si tu le veux bien, Kevin, par une date historique, s'il en est, 1983. Que se passe-t-il, Olivier, en 1983 pour que tu nous dises d'entrée de jeu qu'il se passe des choses? Je sais que quand la musique est bonne de Jean-Jacques Goldman est la chanson la plus écoutée en France. À cette époque, en effet, oui, Kevin, tu as raison, c'est aussi, je te le signale quand même, la sortie du 9e album d'ACDC, sorti le 15 août 1983, mais qui est d'ailleurs décevant sur le plan guitaristique, me semble-t-il, même si le 5e morceau, Landslide, a une introduction rock'n'roll absolument entraînante, sans oublier également aussi que l'organiste Marie-Claire Alain va sortir cette année-là et magnifier la toccata et la fugue BWV 565 Oui. en l'interprétant avec puissance dans un album donc consacré à Bach ou Johann Sebastian Bach. Donc, en 1983, Oui. c'est sur le plan musical important, on l'a vu. Mais également, Kevin, pour notre sujet, la mutation technologique et numérique. En effet, en 1983, d'une part, est officiellement adopté le mot Internet. De D'accord. fait, c'est pour la première fois de nombreux ordinateurs, pour être précis, 562 ordinateurs, qui sont connectés en août 1983. Et on en compte d'ailleurs 1000 en 1984 et 10 000 en 1987. Le seuil des 100 000 est franchi en 1989 quand le mur de Berlin tombe. Tombe. Ouais. Alors, le mouvement Internet, retenons cette date, est lancé en 1983. Mais d'autre part, un autre événement majeur marque l'année 1983, c'est la commercialisation du premier téléphone mobile Ah oui.
par Oui. la firme américaine Motorola. Peut-être que tu ne l'as pas utilisé, je pense que tu n'étais pas Non, nécessairement né. non, 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 non. Moi, je suis Et né donc, en 1994. Alors, ah bon. oui, alors c'est bien plus tard, Kevin, c'est bien plus tard. Le Motorola Dynatac 8000, ce pavé en quelque sorte, hein, je rappelle que le premier téléphone, en effet, pèse 783 grammes pour D'accord. 25 cm de longueur et une Waouh. antenne qui mesure 13,5 cm. Et sa batterie, accroche-toi, offre 1 heure d'autonomie pour presque combien? 10 heures de chargement. Waouh. Le tout pour la petite somme de 3 995 $. D'accord. On est passé depuis à un autre monde. Il n'en demeure pas moins que ce téléphone eh bien, va lancer, dès le début des années 80, c'est le lancement des nouvelles technologies de l'information et de la communication. C'est NTIC. D'ailleurs, sont appelés d'un seul mot, c'est la télématique qui Allez, recouvre les télématique. applications associant les télécommunications ainsi que l'informatique. Ah oui, alors justement, Olivier, ça veut dire quoi dans la vie de tous les jours? Ça veut dire quoi la télématique dans la vie de tous les jours? Dans la vie de tous les jours, la télématique va prendre toute sa place au travers de l'informatique, de l'audiovisuel, des multimédias, d'Internet, des télécommunications qui permettent finalement aux utilisateurs de communiquer, certes, mais aussi d'accéder aux sources d'informations, de stocker, de manipuler, de produire et de transmettre l'information sous différentes formes. Alors, ces formes étant variées, c'est un texte, c'est de la D'accord. musique, c'est du son Ouais. aussi, tu vois, c'est de l'image, c'est de la vidéo, et c'est aussi des interfaces graphiques interactives. On le voit à la fin des années 70, début des années 80, c'est l'apparition et la rapide diffusion des Ah micro-ordinateurs oui. dans les foyers. Et à l'époque, ils n'étaient pas encore connectés entre eux. Et si D'accord. Internet est né au milieu de ces années 70, en même temps que les PC, les deux évolutions restent isolées pendant 13 ans. Et D'accord. donc, c'est en août 1980, quelques machines sont connectées. En 1983, c'est la connexion définitive qui va être exponentielle. Exponentielle. Et il y a une date intéressante d'ailleurs, c'est le 13 mars 1989, c'est la naissance du web au Centre européen de recherche nucléaire à Genève. Un ingénieur, un jeune physicien britannique du CERN, du Centre européen de recherche nucléaire, imagine, donc son nom c'est Tim Berners-Lee, D'accord. imagine un système pour unifier l'accès aux documents, si tu veux, et aux ressources éparpillées un peu partout sur la planète. Et son idée est simple, c'est d'utiliser le débit du haut réseau, Internet, qui existe déjà, pour créer une passerelle entre tous les ordinateurs de la planète, afin de naviguer de contenu en contenu. C'est le fameux recours au langage hypertexte qui va permettre cette navigation entre les documents. Et Alors, je te coupe, hein, Olivier. Et les années 1990, que se passe-t-il? On a vu 83, on a vu 89, 1990. 1990, Kevin, 1990, Ouais. eh bien, c'est The Razor's Age. C'est le 11e album D'ACDC. d'ACDC, d'ACDC. Que tu apprécies Ah beaucoup. là là, sorti le 24 septembre 90. Et en particulier, en effet, j'apprécie la chanson Thunderstruck, qui veut dire foudroyé. D'accord. D'ailleurs, je te l'avoue, j'ai pu la faire passer à minuit lors de la fête de mon mariage. Non. Bref, Kevin, les années 90, de fait, voient le développement des ordinateurs et Ouais. de la téléphonie mobile. Au sein des familles, il n'y a plus un téléphone ou un ordinateur, mais plusieurs au sein d'une même famille. D'accord. Et au fur et à mesure des années 90, les ordinateurs et la téléphonie s'imposent comme les moyens, les médiums essentiels, non seulement pour travailler, il est vrai, mais c'est également euh, communiquer ensemble, Ouais. famille, amis. Allez, très bien, Olivier. Alors, bon, et maintenant, allez, les années 2000. Les années 2000, Kevin, là encore, une belle année, cette année 2000 quand même. C'est Steve Upper Lip, un album, c'est le 4e album d'ACDC, qui sort cette année-là. Et figure-toi que c'est d'ailleurs avec ce morceau-là, Steve Upper Lip, que nous ouvrons le bal de notre mariage avec ma sainte épouse. Bref, D'accord. c'est un moment interstellaire que J'imagine. je ne peux que signaler
aux amis. Excellent. Alors, au-delà de ce moment interstellaire et musical, notre sujet, ce qui est important, c'est de voir que dans ces années 2000, il va y avoir 3 innovations majeures qui vont changer le visage d'Internet durant ces années-là. Le commerce, l'e-commerce, le commerce sur Internet, Oui. le web 2.0 et les smartphones. Alors, l'e-commerce, d'une part. Au début des années 2000, le royaume d'Internet est encore celui de la gratuité. On l'a oublié avec ces sites d'information, tu sais, voilà. Je pense qu'à l'époque, peut-être que c'était parents qui regardaient plutôt ça. C'est vrai. Ces blogs et ces sites communautaires. Bien, c'est de fait, Amazon et eBay font encore figure d'exception. Oui. Et en moins de 20 ans, l'explosion est foudroyante. Agences de voyage, supermarchés, vente en particulier, Airbnb, œuvres d'art, vin, tout s'achète et se vend désormais en ligne. Et cela s'est plus encore renforcé lors du confinement quasi mondial suite au Covid. Alors, d'autre part, il y a l'essor du web 2.0. Ah oui, Olivier, justement, je t'arrête. C'est quoi le web 2? Ah. Alors, je t'avouerai que 2.0. J'ai lu un peu de littérature là-dessus. Je ne suis pas au départ spécialiste, comme tu le sais, de ce type de phénomène et d'innovation. Le web, ou encore appelé le web 1.0, est simplement le portail d'information où les utilisateurs vont recevoir passivement des informations sans avoir la possibilité de publier des commentaires et de faire état de leurs réactions. Alors, contrairement au web 1.0, le web 2.0, ou encore appelé le web 2, encourage l'interaction, promeut la participation, la collaboration et le partage des informations telles que YouTube, Wiki, Flickr, Facebook et d'autres types de réseaux. Merci Olivier justement pour cette précision bien utile. Alors, je te remercie aussi parce que c'est vrai que si tu veux, c'est tout un domaine, hein, notamment pour les gens de ma génération, qu'on ne peut que découvrir, y compris quand les enfants et nos enfants l'utilisent. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ce web 2.0, il change la donne. Dans le monde numérique, Facebook en 2004, YouTube en 2005, Twitter en 2006, Instagram en 2010, c'est le développement fulgurant des réseaux sociaux. Alors, oui, justement, mais c'est mon avis, mais il manque peut-être encore un élément, le smartphone maintenant, non? Eh oui, c'est en effet, tu as raison, la 3e innovation de ces années-là. Et c'est un élément capital. En 2007, s'opère la fusion téléphone, Internet, musique, photo et vidéo avec le premier smartphone, l'iPhone de 2007, aussitôt suivi de son concurrent Galaxy de l'entreprise coréenne Samsung. Pardon. Excusez-moi, c'est un peu l'émotion de développer de tels propos auxquels nécessairement je ne suis pas habitué d'ailleurs, et il n'en demeure pas moins que ces milliers d'applications ou applis, eh bien avec des jeux, des médias, des informations, des musiques, des vidéos vont pulluler alors à grande vitesse dans le monde. Et après cela, il va y avoir les Apple Store, les Google Play, qui font converger le smartphone avec le commerce en ligne. Oui. Au fond, le téléphone n'est plus simplement un moyen de communiquer ou pour s'informer et se distraire, c'est aussi le supermarché de poche. À cet égard, il devient à partir de 2018 un moyen de paiement, le substitut de la carte bancaire pour de nombreux petits achats et notamment pour les jeunes générations. Au total, on le voit, le monde entier est là, Kevin, dans notre poche, dans un sac à portée de main et de clic. Oui, tout à fait. C'est communiquer, s'informer, jouer, se divertir et acheter, et donc agir ensemble. Tout cela passe par la télématique. Bien sûr, et on va encore même plus loin maintenant, c'est avec les montres connectées. On le voit de plus en plus. Alors, Olivier, quelles conséquences tirer de cette historique d'un point de vue sociologique, justement? Alors,
En second lieu, voyons les conséquences de tout cela. Deux conséquences à retenir. La première conséquence, c'est la naissance du capitalisme informationnel. D'accord. Et la seconde conséquence est le pouvoir de l'identité. Alors, j'ai employé des gros mots là. On va essayer de préciser. La première conséquence, c'est le capitalisme informationnel. Qu'est-ce que c'est? De quoi s'agit-il? Nous sommes entrés à l'ère du pouvoir de l'information, ou informationnalisme, pour reprendre le sociologue Manuel Castells, qui va publier 3 livres majeurs sur les réseaux et sur la société. D'abord, premier volume, c'est l'ère de l'information, il le publie en 1998. Le deuxième volume s'appelle Le pouvoir de l'identité, publié en 1999, pardon. Et enfin, le dernier volume, Fin de millénaire, également publié en 1999. Cette trilogie a un nom tout à fait révélateur, c'est La société en réseau. Et ces ouvrages que j'ai eu le plaisir de lire et de recenser pour des revues scientifiques, il fourmille de données, de propositions, de grilles de lecture, de manières de comprendre notre société en réseau. Il est une vraie mine pour comprendre la mutation technologique et numérique. Alors, rentrons dans la thèse de notre sociologue Manuel Castells. Le sociologue observe que les sociétés mises en réseau par la télématique se développent certes à un rythme différent et prennent des formes variées selon les cultures, les territoires, les contextes politiques et institutionnels. Cependant, il existe une base commune considérée par Manuel Castells comme une caractéristique du mode de développement du capitalisme contemporain. Ce terreau commun a pour nom informationnalisme. D'accord. Informationnalisme. Alors, Oui. de quoi s'agit-il, Olivier? Tu nommes ce terme en isme pour la deuxième fois. Oui, qu'est-ce que c'est que... Alors, isme, on fait d'étymologie, on sait que c'est une doctrine, un système Oui, ou tout une à fait. idéologie. En effet, l'informationalisme, c'est le système techno-économique, fait de techniques et d'économie, qui est global et qui résulte de l'interaction entre, d'un côté, les technologies du savoir, les technologies de l'information, et de l'autre côté, les modes d'organisation de nos activités économiques qui favorisent 3 éléments: l'innovation, la flexibilité et l'adaptabilité. Ouais, cela donne naissance forcément à quelque chose. Et oui, l'ensemble à la fois de ces technologies, mais de ces modes d'organisation avec des activités économiques toujours dans l'innovation, dans la flexibilité, dans l'adaptation, ça donne naissance au capitalisme informationnel. Oui. Nous y voilà. Capitalisme informationnel, en effet, notre économie, l'économie est mondialisée, organisée en réseau, va produire un nouveau capitalisme. Ce capitalisme informationnel, c'est l'expression de Manuel Castells, qui génère des nouveaux produits, des nouveaux business, de nouvelles richesses inédites. Pense au milliardaire Jeff Bezos, Oui, qui est oui. d'ailleurs allé dans une école Montessori. Ah, Je d'accord. te le signale. Oui, en effet. Parce que, on le sait, hein, ces écoles favorisent la créativité, la Oui, coopération et tout à fait. l'autonomie. Et donc, ce capitalisme informationnel, il est mis en mouvement par l'innovation technologique et diffuse sans cesse la souplesse. Euh, il met de l'huile dans le système, de l'adaptabilité en direction de tous les acteurs économiques, que ces acteurs économiques soient des États-nations, qu'ils soient publics ou qu'ils soient des entreprises, des acteurs privés. Et de fait, ce pouvoir de l'information ne s'impose pas par la force. Ça, c'est un Oui, point c'est ça. important. Ouais. Il ne s'impose pas par la force ou par les armes. Mhm. Il s'impose d'autant plus parce qu'il est doux. Oui, c'est Il est ça. soft. L'air de rien, il s'immisce. Il est partagé de manière instantanée par des millions de personnes à l'échelle planétaire, ce qui lui donne une légitimité Légitimité. Ouais. populaire, massive, presque irrésistible. C'est toute une idéologie, c'est tout un système que l'on peut appeler la rétiologie. Oula! Qu'as-tu dit, Olivier? Rétiologie. Eh Qu'est-ce oui, que rétiologie. ça veut dire? Bah, faisons comme d'habitude, pour bien comprendre le sens des mots, un peu d'étymologie. Tu as bien entendu, Kevin, en effet. Rétiologie. Étymologiquement, le mot vient du latin retiolus, qui veut dire petit filet. Lui-même
est le diminutif de rétis, le filet. Je te signale d'ailleurs que le mot de l'ancien français est d'ailleurs ret, R-E-T-S, qui est un ouvrage de cordes, un ensemble de cordes. Et c'est intéressant, et c'est pour ça que je le souligne, c'est que le mot ret va donner et est à l'origine du mot anglais net, N-E-T, suite à une déformation de la prononciation du mot français ret, R-E-T, R-E-T-S. Et donc on trouve logie, qui vient du grec, discours, parole, étude, raison. Par conséquent, Kevin, la rétiologie est le discours ambiant et dominant sur les réseaux, ou devrais-je dire sur tous les réseaux, et cette rétiologie permet d'entrer dans l'ère du buzz, dans l'ère du fake. C'est aussi l'ère du commerce rapide sur Internet, c'est l'ère des startups, c'est l'explosion des entreprises et des initiatives privées qui aussi, parfois, déjouent les États-nations qui gouvernaient autrefois notre monde. Alors, ce capitalisme informationnel se déploie également dans un contexte social spécifique. Ce contexte social, on peut l'appeler, à la suite de Manuel Castells, celui du pouvoir de l'identité. C'est la seconde conséquence. C'est la seconde conséquence, en effet, qui est sociologique et non plus économique, c'est ce pouvoir de l'identité. Tous les individus dans cette société en réseau, dans ce capitalisme informationnel, sont en quête d'identité. Ben justement, comment définir l'identité, Olivier? Notion pas si facile que cela à définir. Et oui, si on demande à tous les étudiants, tous les éducateurs, à chaque concitoyen, concitoyenne, à tous nos compatriotes de définir l'identité, c'est compliqué. Aristote avait déjà posé des réflexions. L'autre auteur, Manuel Castells, propose une définition sociologique efficace, à mon avis, et surtout pertinente pour analyser la situation. L'identité est un processus de construction de sens à partir d'un attribut culturel, ou d'un ensemble cohérent d'attributs culturels. On le voit, pour le sociologue Manuel Castells, l'identité est ce processus qui nous aide à construire du sens, c'est-à-dire qui donne une direction à notre vie, une signification à notre vie, tout en s'incarnant dans notre corps, je rappelle les 5 sens, notre corps, et ce, à partir d'éléments culturels. Bah, très bien, Olivier, c'est juste. Qu'entendre par élément culturel, c'est quoi, Olivier? Alors, vaste question encore. Il y a mille et une façons de définir la culture. Il serait d'ailleurs intéressant de faire une vidéo, si tu me permets, sur la culture, pour te répondre et aller au fond de la question. En tous les cas, à ce moment du raisonnement, pour nous, dans cette deuxième mutation technologique et numérique, parmi le maelstrom de définition, parmi toutes les définitions, la galaxie définitionnelle du mot culture, je choisis celle proposée par le savant, sociologue, économiste, historien, juriste allemand Max Weber. Qu'est-ce que la culture? Il nous le dit, la culture, c'est une toile de signification dans laquelle est suspendu l'homme. Je fais rapidement un triple commentaire de cette définition. Le premier est que si la culture est une toile, c'est qu'il existe des liens entre les différentes significations. Premier commentaire. Deuxième commentaire, c'est que l'homme y est suspendu. Il est suspendu, c'est-à-dire qu'il y navigue, il s'y promène, il s'y déplace, s'il le souhaite, telle une araignée pour s'y nourrir. Dernier commentaire rapide, la culture c'est une toile, comme le net en anglais. Donc oui, le net produit de la culture, Kevin. Bah, merci Olivier de ces précisions qui pourront faire l'objet sans aucun doute d'une autre vidéo sur la culture. Et donc revenons à la définition de l'identité. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Olivier? Oui, en effet, Kevin, pour poursuivre et prolonger le raisonnement, la mutation technologique et numérique vient opérer des déplacements quant à notre identité, notre construction identitaire à tout point de vue. Les éléments, à présent, sont culturels, les éléments culturels, bien entendu, sont quasiment infinis et accessibles sur la toile. Nous pouvons, les uns et les autres, zapper, tester, changer de point de vue. Nous pouvons nous informer, nous former à ce que nous voulons, quand nous le voulons, comme nous le voulons. Internet constitue effectivement, c'est une thèse importante que j'ai développée dans des ouvrages,
constitue effectivement le premier supermarché du sens, D'accord. où l'ensemble des philosophies incroyables, des sagesses incroyables, des religions incroyables, des valeurs, sans oublier toutes sortes de doctrines, nous sont proposées, nous sont, comment dire, projetées, nous sont mises en réseau, sont laissées à notre consentement, à notre test. De fait, notre construction identitaire devient continue. Nous sommes en quête d'identité tout au long de notre vie à présent. Le questionnement existentiel est permanent. Et c'est d'ailleurs dans ce contexte que Manuel Castells repère 3 types d'identités qui coexistent, qui rivalisent, mais aussi qui peuvent se combiner les unes aux autres. D'abord, c'est l'identité légitimante, puis l'identité résistance, et enfin l'identité projet. Et parfois, une surenchère identitaire, une compétition va se développer entre les trois identités. Et pour cela, je vous propose juste de rapidement définir la première identité, la deuxième et la troisième. Alors la première identité, l'identité légitimante, c'est l'identité introduite par la culture dominante et les institutions dirigeantes afin de défendre leur domination sur les acteurs sociaux. Aujourd'hui, clairement, cette identité légitimante, eh bien, elle rend légitime quoi donc? Le capitalisme informationnel. Et cette identité légitimante est une petite musique que l'on entend de manière continue et qui nous imprègne toutes et tous. Oui, d'une certaine façon, nous n'avons pas le choix. Cette identité légitimante nous influence. Oui, d'autant plus que l'identité légitimante, elle est douce. C'est un petit peu la seringue du capitalisme informationnel. Mais il y en a d'autres identités possibles, Olivier. Oui, selon Manuel Castells, toujours, le deuxième type d'identité, c'est l'identité résistance. Elle s'oppose à l'identité légitimante. En effet, elle est produite par des acteurs qui se trouvent dans des positions, dans des conditions dévalorisées et ou stigmatisées par la logique dominante. Pour résister et pour survivre, ces acteurs sociaux se barricadent sur la base de principes opposés à la culture dominante. Alors, et la troisième identité, Olivier, justement? La dernière identité, le dernier type d'identité est l'identité projet. Lorsque des acteurs sociaux, à partir de leurs ressources culturelles, construisent une identité nouvelle qui, en l'occurrence, redéfinit leur position dans la société et par là même se propose de transformer l'ensemble de la société. De fait, dans le cadre de ces flux continus d'informations et exponentiels, ces trois identités, légitimante, résistance et projet, s'affirment et elles se combinent. On peut passer aussi d'une identité à une autre. Illustration, le fondamentalisme religieux ou le nationalisme ethnique, qui sont au départ des identités projets, proposant une autre conception du monde que celle développée dans les démocraties, peuvent souvent prendre une tournure défensive, réactive, pour ne pas dire réactionnaire, en mettant en avant le repli communautaire dans le contexte du capitalisme informationnel. D'identité projet qu'elles étaient, à l'origine, elles se développent en tant qu'identité résistance sur les réseaux. Ou encore, seconde illustration, l'image des mouvements environnementalistes, altermondialistes et plus encore des mouvements féministes et de libération sexuelle, les identités résistance contre la culture dominante qu'elles étaient à l'origine peuvent muter, se muer en identité projet dans le cadre de nos sociétés en réseau. Rien n'est joué alors, Olivier, hein? Rien n'est joué, Kevin, rien n'est joué dans la société en réseau et notre construction identitaire est sans cesse en devenir. Nous avons quelques acquis ici ou là, mais il suffit d'un événement et cet événement ou une rencontre ou un impromptu, un imprévu, ça vient bousculer, déplacer l'organisation, notre mode d'organisation, la manière que l'on a de construire notre identité. Cependant, cette double quête illimitée de notre identité et d'information, en étant sans cesse en recherche d'information, mais aussi d'identité, ça pose une question de fond, Kevin. C'est précisément l'impact de la technique sur notre humanité.
Non, c'est une vraie question de fond, délicate à travailler, je pense, non? Tu vas me... Ah, je crois qu'elle est très très délicate. Elle est difficile parce qu'il faut mettre de côté beaucoup de choses, Oui, beaucoup d'informations. Il faut prendre du recul, il faut même se séparer de certaines choses pour pouvoir aller en profondeur. En effet, Kevin, préciser les impacts sur notre vie de cette montée du pouvoir de la technologie et de la technique sur notre humanité n'est pas chose facile. mais justement, la question, finalement, elle est très large, tout autant qu'elle est redoutable. Là, Olivier, non? Elle est redoutable, large, et c'est une question qui n'est pas neuve, Ouais, cependant. Pourquoi? Comme pour les révolutions industrielles précédentes, la révolution numérique et technologique suscite un imaginaire aux couleurs de l'espoir ou de la peur. ouais, ou de la Côté peur. espoir, regardons un peu, si tu veux bien. Il y a tout d'abord les rêves de technophiles. Certains font du numérique le fondement d'une révolution cognitive. C'est aussi ceux qui prônent l'intelligence collective, rebaptisée intelligence des foules. C'est aussi ceux qui souhaitent la fusion entre les consciences individuelles et la super-intelligence collective médiatisée par la toile, par Ouais, le tout à net, par la fait. technologie. Ouais. Il y en a d'autres encore, toujours côté espoir, qui voient l'émergence de réseaux décentralisés et interactifs, y compris ils y voient les fondements d'une démocratie renouvelée. C'est l'ère de la nette démocratie, la nette D'accord. démocratie. Ouais, c'est vrai, Et c'est enfin, vrai. en outre, des économistes théorisent une nouvelle ère de croissance sans limite. C'est avant, bien sûr, l'explosion de la bulle Internet des années 2000. Mais nous serions entrés dans l'économie de la gratuité ou Oui. l'économie du partage qui aurait dû changer les lois les plus fondamentales de l'économie. Alors, cela, c'est côté espoir et côté peur, alors, Olivier. Alors, côté peur, c'est plutôt la face sombre, la face obscure, le côté obscur de la force numérique qui surgit. Oui, La destruction de millions d'emplois par les robots, l'emprise des écrans sur nos vies, les menaces de piraterie ou encore les grands bugs dévastateurs qui suscitent des peurs chez nos contemporains, on en a entendu parler, notamment dans la oui, presse, y compris sur les réseaux. Et à tout cela, d'ailleurs, s'ajoute le darknet, autrement oui. dit, les activités du net qui sont dissidentes, voire illégales dans certains cas. Il peut s'agir aussi de réseaux mafieux ou de réseaux d'entreprises terroristes. De fait, la révolution numérique suscite aussi bien de l'espoir que de la Que de la peur. peur. Ouais. Eh oui, les deux sont suscités, qui est propre à tous phénomènes sociaux, à tous les phénomènes sociaux qui touchent une multitude de populations. Et les spéculations d'ailleurs sur l'avenir de cette révolution, les mythes, d'une certaine façon, et l'imaginaire vont bon train, d'autant plus, et ça c'est très important, que personne ne maîtrise vraiment les tenants et les aboutissants de la révolution en cours. Ouais. Oui, force est d'admettre ce paradoxe de la révolution numérique. Elle est omniprésente et toutefois impossible à penser dans sa globalité, tant ses ramifications sont nombreuses. Elle est un phénomène humain global qui touche tous les secteurs de Ouais. nos activités. Ouais, mais que veux-tu dire ainsi, Olivier? Eh bien, hormis la coupe de cheveux, Kevin, peu de choses échappent à cette révolution numérique. Ouais, c'est Toutes les ça. facettes de la condition humaine, notre psyché, notre connaissance, nos émotions, nos relations sociales, nous y sommes toutes et tous embarqués et nul ne sait où elle nous mène véritablement, cette révolution numérique et technologique. Tu me fais peur, Olivier, hein, vraiment, par rapport à mes enfants, par rapport, voilà, ça suscite pas mal de questions en moi, hein. Kevin, non, je ne suis pas de ceux qui font peur. Bien sûr, ce n'est en aucun cas mon objectif. Ouais, D'ailleurs, pour éviter la peur, il n'y a qu'un seul véritable remède. C'est la pensée qui nous est plus utile dans la mesure où elle nous permet, je reprends les philosophes grecs, de saisir la réalité et de prendre conscience de cette réalité pour mieux agir en fonction de cette conscientisation et faire de notre mieux au sein de notre humanité. ouais, tout à Et là, fait. je m'inspire aussi encore d'Aristote.
nous avons ce maître-là, en effet, qui nous apprend que précisément, et c'est ça qui est génial aussi dans la pensée d'Aristote, précisément parce qu'il y a contingence dans le monde de l'homme, parce qu'il peut y avoir le mal, la souffrance, la violence, la passivité, la soumission, l'esclavage, mais l'homme peut y prendre. Il peut y prendre des initiatives dans un monde qui est inachevé, muable, en mouvement et fondamentalement incertain. À une seule condition, nous dit Aristote, le stagirite, à une seule condition, penser, contempler, et puis agir au cœur de la cité, au cœur de la politique, précisément parce que nous sommes des humains naturellement politiques et que nous ne sommes pas des dieux qui vivent sur l'Olympe. Comment penser alors la technologie, Olivier? Alors pour cela, il me semble qu'on peut faire appel à un philosophe qui est sociologue également, qui était théologien, protestant et bordelais, Jacques Ellul. Alors Jacques Ellul, il est né en 1912 et décédé en 1994 et son œuvre, Kevin, est immense. Elle est immense, c'est une soixantaine de livres, une centaine d'articles sur la théologie, sur la politique, le marxisme, sur l'anarchie, sur la révolution, sur l'éthique, et qui nous permet tout cela de penser la technique. À ce titre, son maître ouvrage, l'un des ouvrages les plus importants aussi de la période contemporaine après la Seconde Guerre mondiale pour réfléchir le monde moderne, son ouvrage La technique ou l'enjeu du siècle est publié en 1954 pour la première fois. Et Ellul, à ce titre-là, dès les premières pages, définit le phénomène technique comme, je cite, la préoccupation de l'immense majorité des hommes de notre temps de rechercher en toute chose la méthode absolument la plus efficace. D'accord. Et de cette définition, Jacques Ellul en tire 4 idées maîtresses qui parcourent l'ensemble du livre et qui sont très importantes pour nous, pour comprendre cette mutation technologique et numérique. Première idée maîtresse, la technique ne se réduit pas au machinisme. La technique, c'est une méthode qui donne naissance à une technique économique qui subordonne l'économie à la production et à la consommation et qui inclut généralement d'ailleurs toutes les autres méthodes d'organisation de la vie sociale, que cela soit le travail avec le taylorisme ou encore l'organisation de la cité avec la bureaucratie. Oui, la technique est partout. Et ce ne sont pas simplement des machines, c'est une méthode qui organise à partir des chiffres, de quantité, l'efficacité de notre vie sociale et économique. Son impact, son intrusion dans notre vie provient, au fond, d'une hypertrophie, de la rationalité et de la recherche omnipotente, de manière permanente, de l'efficacité, rationalité d'ailleurs, analysée par le sociologue allemand Max Weber. Ouais, donc la technique finalement exerce une forme d'emprise sur notre vie, Olivier. En effet, c'est une emprise qui va même, au fil de son développement et de sa progression, devenir un milieu environnant, un milieu à part entière. L'ancien environnement, la nature, pour faire bref, tend à n'être plus qu'un décorum ou un vestige dans certains cas. La technique, de fait, devient un monde autonome pour Jacques Ellul. Aujourd'hui, d'ailleurs, il existe même un monde à part qui s'appelle le monde virtuel. Oui, tout à fait. Oui, c'est vrai. Alors, parce que la technique, et c'est la troisième idée maîtresse, constitue un nouvel environnement et qui, finalement, n'a jamais été cessé d'être sacralisé, eh bien, l'homme va sacraliser désormais la technique. La technique. Eh oui. La nature, pendant des siècles, a été sacralisée par l'homme. La technique devenant cet nouvel environnement quasiment naturel, eh bien, c'est la technique qui va devenir le sacré parce qu'elle a pris la place de la nature, qui a été, elle, justement, désacralisée, polluée, bafouée en quelque sorte par la technique, avec ce que recherche la technique au fond, cette valeur propre à la technique
cette valeur que charrie la technique, c'est la recherche de l'efficacité, la recherche, oui, de l'efficacité maximale en toute chose. Et c'est ça, cette recherche d'efficacité qui se substitue à d'autres valeurs propres à notre société. Bah, ces trois idées que tu viens de nous exposer, elles me font déjà réfléchir quant à mon rapport à la technique, que je pourrais avoir tendance à mettre toujours en avant, forcément par rapport à ma génération, comme si elle était autonome, ou bien même supérieure à moi, très utile également pour mon travail, mes activités familiales ou mes loisirs. Tellement pratique qu'à répondant à mes besoins, Olivier, hein, il faut le dire. La vie va vite, donc la technique nous permet d'aller encore plus vite. Je pourrais même avoir tendance à la mettre à part, à la sacraliser à certains moments, forcément. Et quelle est la quatrième idée, du coup, Olivier, de ça? Eh bien, dans la prolongation de ton interrogation et de ta réflexion, et c'est sans doute la plus importante pour nous, qui nous semble tellement décisive, par ailleurs, parce que nous sommes toujours en quête de liberté et d'émancipation ou d'indépendance. Oui, Oui, tout cette à fait. question, c'est euh, euh, pourquoi, pourquoi est-ce que c'est si important aujourd'hui, cette emprise, cette sacralisation? Parce que si je prolonge la pensée de Jacques Ellul, ce n'est pas la technique qui nous a servi, mais le sacré transféré à la technique. Ah, tout J'explique. à fait. Ouais, J'explique. ouais. Il ne s'agit pas de réagir par le réflexe technophobe, on a peur de la technique, ni même de chercher à trier les bons et les mauvais usages euh, de la technique ou de privilégier les techniques douces à des techniques dures. Non, je crois que le vrai problème est ailleurs. Il n'est pas à l'extérieur, Kevin, de nous. Il est à l'intérieur de nous-mêmes. À quoi, en tant qu'homme, j'attribue de la valeur? Quelle est ma disposition d'esprit quand je donne de la valeur à une technique? Quelle est ma volonté derrière qui se cache quand je veux acheter la dernière technique de pointe? Est-ce que j'agis par intérêt? Est-ce que c'est parce que c'est à la mode, pour me distinguer socialement, pour être dans mon temps, pour ne pas faire ringard, loser, bien entendu, pour montrer que je suis un moderne? Est-ce que c'est parce que je considère que c'est mieux pour être en lien avec les autres? Suis-je, et c'est ça la question de Jacques Ellul, pleinement conscient de ce que je fais? Est-ce D'accord. que je gagne en autonomie avec la technique? Ai-je le choix, par exemple, de dire non? En toute liberté, en pleine liberté? Et si ce n'est pas le cas, eh bien, c'est que je ne suis pas libre. Je ne m'émancipe pas comme je le prétends, Ouais. y compris par rapport aux générations précédentes. Et de fait, en considérant ces générations précédentes, on a considéré qu'elles n'usaient pas suffisamment de la technique et la technique avait permis l'émancipation, de quitter l'esclavage, la soumission à la nature, aux saisons, aux contraintes naturelles. Mais la technique n'a-t-elle pas à ce point pris tellement de place que finalement nous y sommes soumis? Et pour Ellul, l'homme n'est pas devenu plus adulte, plus autonome grâce à la technique. Il est devenu, Kevin, bien au Ouais. contraire, Ouais. dépendant. C'est de la Ouais, c'est ça. dépendance. Ouais. Nous sommes dépendants de la technique qui, elle, contrairement à nous, comme le souligne Jacques Ellul, s'autonomise en Mm. générant ses propres règles, ses propres lois, tout en aliénant, en rendant étranger à lui-même l'homme. Au fond, la technique devait nous émanciper dans notre vie quotidienne. C'est une véritable illusion, selon Jacques Ellul. Elle nous assujettit. L'homme se sert moins d'elle qu'il ne la sert, parfois aveuglément. Ce n'est pas la technique au service de l'homme, mais bien l'homme au service de la technique. De la technique, ouais, oui, waouh, Olivier, ouais, c'est redoutable ce que tu nous dis là, euh, et pourtant réaliste. Mais alors, selon justement Jacques Ellul que tu as cité, une fois au service de la technique, quelles en sont les conséquences, mais pour notre humanité? Trois conséquences, me semble-t-il, peuvent être distinguées dans l'œuvre d'Ellul. Ah, Et ces trois conséquences, je les qualifie d'inversion. D'inversion. des inversions, mais de quoi alors? De quoi donc? Alors, première inversion, donc, c'est l'inversion de l'homme
par la technique. Qu'est-ce D'accord. que je veux dire? La première inversion est celle de l'homme par la technique. En effet, selon le sociologue Ellul, et c'est la conséquence, est que l'homme est aujourd'hui tellement fasciné par le kaléidoscope, une belle formule de Jacques Ellul, par le kaléidoscope des techniques qui envahissent son univers qu'il ne sait et ne peut vouloir rien d'autre que de s'y adapter complètement, de manière douce, comme il l'écrit en 1988 dans son ouvrage au titre évocateur, Le bluff technologique. Dès lors, philosophiquement, c'est l'homme qui s'adapte à la technique. Pour les Grecs, je le rappelle, la techné, c'est un art de faire, un art de produire selon une règle adaptée, un art de produire que l'homme a entre les mains. C'est l'homme qui a entre les mains la techné et qui détermine les règles de l'utilisation de cette technique, de cette techné. Avec la révolution numérique et technologique, c'est l'art de faire, c'est la technique qui nous prend entre ses mains, qui nous a entre ses mains, c'est la technique qui possède l'homme et non plus l'inverse. C'est la première inversion. Ouais, et quelle est la deuxième inversion qu'opère la technique dans notre humanité? Alors, la deuxième inversion, elle concerne le sacré et la technique. D'un côté, le sacré est ce qui détermine et donne sens au profane. Le sacré est intouchable, admiré et fait l'objet d'un culte. Le sacré est séparé du reste de la société. De l'autre côté, et à l'opposé, la technique, quant à elle, est conçue depuis les origines comme étant au service des hommes, au service du sacré, au service du divin. Et elle reçoit le sens des hommes. La technique reçoit le sens des hommes. Par définition, la technique, elle est touchée, elle est prise, notamment par la main. Elle est transformée. La technique peut s'arrêter aussi. La technique est limitée. Et la technique ne peut être séparée du reste de la société. Ouais, c'est ça. Or, la révolution technologique et numérique, eh bien, c'est la technique, avec la révolution technologique et numérique, qui a pris la place du sacré. Mieux, la technique a désacralisé le sacré pour s'y substituer pleinement, totalement. Et à force de quantifier, à force de rationaliser, à force de raisonner en termes de méthodes efficaces, à force de mettre des écrans en avant, à force d'être en relation par des objets les uns avec les autres, c'est la technique qui donne sens. C'est elle à présent qui donne sens à notre vie professionnelle, voire à notre vie quotidienne. Nos relations sociales, Kevin, sont par là même bouleversées dans la mesure où notre attention et concentration se focalisent sur les téléphones, les écrans, la technologie. Tout ceci l'emporte sur notre présence aux autres, sur la coprésence des êtres, sur la coprésence des regards, des sourires. Désormais, la technique donne sens à nos relations et décide de la fréquence et de l'intensité de nos relations. Le regard, le visage de nos contemporains est appréhendé au prisme de la médiation technique. Le spontané, le direct, laisse la place au contrôle, à l'encadrement technique, normatif, qui nous échappe d'ailleurs la plupart du temps. Parce qu'à force de technicité, d'un côté, il y a les initiés, les adeptes, ceux qui savent, et de l'autre côté, le reste, les ignorants, qui sont parfois un peu abasourdis, ou du moins qui peuvent même avoir peur de la technicité, de la forte technicité. Aujourd'hui, la technique se conçoit sans limite, et elle rayonne, impressionne d'autant plus qu'elle semble nous échapper en nous dépassant, ce qui auparavant, dois-je le rappeler, était le privilège des dieux. La technique est louée et elle fait l'objet d'une foi, d'une confiance parfois même absolue. Et puis, cette formule qu'on entend souvent, on ne peut l'arrêter. C'est vrai. Qui en dit long. Je crois qu'elle en dit long d'ailleurs, tu vois, sur l'impact de la technique dans notre vie. Et dès qu'une objection émerge, Kevin, dès qu'il y a un argument d'autorité, dès qu'il y a l'argument, pardon, eh ben c'est l'argument d'autorité, oui, c'est la technique. Tu ne veux quand même pas retourner au temps des cavernes. Les cavernes, c'est vrai, ouais. C'est une phrase qu'on entend. C'est en quelque sorte une religion. Ah oui. Oui, oui, je crois qu'on pourrait faire la comparaison, enfin l'analogie pour être exact. Oui, la technique possède les attributs d'une religion. La technique a ses dieux, avec ses virtuoses.
et ces génies de l'Internet. La technique a ses prophètes avec un Steve Jobs ou un Jeff Bezos. Ouais, tout à fait. Prophètes qui, en l'occurrence, sont des milliardaires, Oui, oui. contrairement aux autres prophètes des traditions sémites, juives, chrétiennes et musulmanes. Également, la technique, elle a ses prêtres et ses prêtresses, avec ses pros de l'informatique ou ses ingénieurs qui ont fait de longues études ou pas. La technique a aussi ses fidèles, fanatiques, avec les geeks. Les geeks. La Ouais. technique également a ses grandes messes, avec les foires internationales, les forums, les Zooms et autres Skype. La technique a ses rituels et livres liturgiques, avec ses codes, avec ses langages, ses revues. Et puis la technique, surtout, on le voit, elle crée une église. Il y a ceux qui en font partie, il y a ceux qui en ont les moyens financiers, qui ont les codes, il y a ceux qui Ouais, peuvent tout à y fait. prendre part. Et puis, tu le vois, Kevin, il y a ceux qui en sont exclus, isolés, qui sont bannis de la société, en un mot, qui ne font pas partie de l'église technologique et numérique d'une certaine façon. Oui, bah, cela résonne en moi, là, ce que tu dis, justement, Olivier. Bah, quelle est alors la dernière inversion? Ah, la dernière inversion. La dernière inversion, elle est relative, Kevin, à la civilisation. La technique est porteuse d'une valeur qui surplombe toutes les valeurs fondatrices de notre civilisation. Que cela soit ces valeurs fondatrices de notre civilisation, que cela soit la liberté, l'égalité, la fraternité, qu'on trouve au cœur de notre projet républicain, mais aussi la convivialité, l'hospitalité, ou encore l'amitié, ou encore l'amour au cœur de notre civilisation. Voilà les valeurs qui ont été fondatrices. Alors, quelle est donc cette valeur, Olivier? Eh ben, au départ, ce n'est pas une valeur. Au départ, D'accord. c'est justement, ouais, c'est justement la technique, Kevin, à proprement Ouais. parler, à savoir le calcul. Ah, le calcul. Peu à peu, ce calcul se substitue à ces valeurs, qui sont des qualités au sens d'Aristote, c'est-à-dire des substances qui ont des attributs, des caractéristiques qui ne peuvent être mises en nombre, qui ne font pas l'objet d'un taux ou d'un chiffre ou d'un pourcentage. En effet, comment veux-tu quantifier la fidélité, la foi, l'amour, Non, l'amitié? non, mais là, tu as raison, Olivier. Enfin, moi, je ne m'y risquerais pas. C'est Et tu vois, je certain. le dis souvent dans mes conférences, un couple ne s'aiment plus au point de rester ensemble quand ils commencent à faire les comptes. J'ai Ah fait oui. ceci, tu n'as pas fait cela. Et oui, j'en ai fait plus que toi. Et là, Attention. nous avons accompagné avec ma femme des couples, et là, je peux t'assurer que le divorce est sans doute proche quand on commence à faire les comptes, les C'est vrai. calculs. C'est Or, ce que vrai. fait la technique, c'est précisément cela. C'est qu'elle focalise nos préoccupations. Tout à l'heure, dans la définition de Jacques Ellul, il dit préoccupation. Oui, nous sommes préoccupés, tous nos efforts. Notre intelligence, elle va se focaliser sur le calcul, sur la culture du chiffre, comme l'on dit dans le monde de l'entreprise. Bref, la technique a pour ambition de quantifier notre vie en mesurant toutes choses, y compris en voulant quantifier le non mesurable, tel que nos émotions, nos sentiments, nos souffrances, nos peines, nos joies, nos vertus et nos vices. Au fond, tu le vois, Kevin, il y a une contradiction indépassable. Ouais, tout à Une fait. contradiction indépassable, une aporie en philosophie. La technique, à force de quantifier, de mettre sous forme de quantité l'inquantifiable, nos valeurs, elle nous fait divorcer de la civilisation et nous éloigne de notre commune humanité. En procédant ainsi et conquérant l'ensemble de nos activités et de nos relations, la technique assèche la gratuité. Elle écarte l'imprévu. Elle refuse l'impromptu. Elle oppresse notre fragilité. Elle met hors jeu l'humilité et elle ne supporte pas le silence. Elle condamne le vide. Elle dénonce la générosité. Oui, Kevin, la technique déspiritualise notre humanité. Et d'ailleurs, en faisant cela, la technique dicte et détermine la civilisation, alors qu'elle n'est à l'origine qu'une partie de la civilisation parmi d'autres choses, d'autres éléments, tels que les valeurs, les arts, les savoirs, que sais-je. Il y a, par conséquent, une inversion entre la partie et le tout. La partie qui était auparavant la technique prend la place du tout qui était la civilisation et qui se trouve aujourd'hui ainsi renversée
ainsi destitués. Au total, ce questionnement sur la technique et sur cette inversion et notre rapport au monde, notre rapport à la civilisation, notre rapport à nous-mêmes et notre rapport aux autres, eh bien, nous amène à réfléchir sur la troisième mutation Oui. qui justement provient de l'avènement de la technique comme moteur et transformateur de notre monde, de notre civilisation. Cette troisième mutation est la mutation anthropocénique. Ouais, c'est très juste. Bah, merci Olivier. Voilà de quoi prolonger notre réflexion encore. Nous nous revoyons lors d'une prochaine vidéo qui porte sur les mutations anthropocéniques. Merci à toi et à bientôt. Au revoir, chers toutes et tous et chers amis, à très bientôt.